Amis caféinomanes, bonjour à tous. Au vu du temps que j'ai à disposition, je vais pas me lancer dans un chantier que je ne pourrai pas finir dans le temps imparti. On va profiter que ça soit le 10e épisode pour faire un petit point sur les 9 autres vidéos, sur les petits oublis, pour rebondir sur certains de vos commentaires. Merci à vous d'ailleurs, n'oubliez pas de commenter, c'est toujours utile pour faire avancer la chaîne. Et également un point sur la chaîne elle-même, de là où on est actuellement, là où je veux aller et vous emmener. Dans les choses que j'aurais pu oublier, qui n'étaient pas vraiment des oublis pour certaines choses, le prix d'achat du projet, par exemple, et bien d'autres informations. Pour le premier épisode de présentation des deux machines de la chaîne, sur celle-ci je voulais rebondir à quelque chose par rapport aux options dont elle dispose. Certains m'ont dit avec le tout ouvrant, elle serait juste parfaite. Pour ceux qui me connaissent personnellement, de toute façon les choses qui étaient obligatoires à l'époque, c'était PACEM, tout ouvrant, siège chauffant. Donc j'en ai eu une quantité quand même assez conséquente pour mon âge. Et du coup le tout ouvrant, clairement, moi en étant désireux d'avoir quelque chose d'une fiabilité à toute épreuve, le tout ouvrant, ça doit être quelque chose de super sympa dans la vie de tous les jours. Quand ça se met à merder, comme j'ai pu le dire dans une autre vidéo, ça vous remet les pieds sur terre immédiatement. Que ça soit en blocage ouvert ou le mécanisme qui commence à faire chier, ou l'étanchéité, qui est quand même relativement rare, on va pas se mentir, mais qui va commencer à arriver parce que c'est quand même des bagnoles qui ont un certain âge. Et comme je l'ai dit dans une des vidéos, j'ai déjà eu un ennui à ce sujet. C'est pas anodin. Donc tout ouvrant, je n'en voulais pas. PACEM, bien sûr j'aurais bien voulu l'avoir en PACEM, mais bon écoutez, on ne peut pas tout avoir. Une 39 avec un tel kilométrage dans un tel état, c'est déjà une pépite, on va pas se mentir. Et puis d'un côté ça change, parce que PACEM par-ci, PACEM par-là, un beau pack luxe, standard, propre, et ben écoutez, ça fait autant tourner la tête que une en PACEM, on va dire, état moyen. La seule réelle option qui me manque sur celle-ci, c'est l'option DSP, l'audio. L'équivalent du Harman Kardon pour E46. Je l'ai eu dans une de mes anciennes, la grise, et c'est vrai que c'est d'enfer. Mais bon, au moins ça permettra d'aborder le sujet dans l'une des vidéos, qui va pas venir tout de suite, je vous l'annonce. Mais vous inquiétez pas, on va upgrade l'audio de celle-ci, de l'autre dans un premier temps, cobaye, avant le montage sur celle-ci. Et on va essayer d'avoir quelque chose d'équivalent, voire mieux. Bon, c'est difficile de faire mieux les mecs quand même. Donc l'audio, et puis pour ce qui concerne le PACEM, comme vous avez pu le constater, intérieur sport, celle de toit noir, les xénons, enfin, elle est déjà très bien optionnée. Il manque un pare-choc avant-arrière PACEM, avec les passages de roues qui vont bien, un vrai pack, pas AliExpress. Les seuils de porte, le volant qui est différent tout de même, malgré que ça soit un 3 branches, et le pommeau de vitesse. Tous les composants sont là. Voilà, le châssis sport, l'intérieur sport. Donc, ce n'est qu'une question d'investissement qui, à l'heure actuelle, est clairement pas la prio. Mais vous inquiétez pas, c'est dans un coin de ma tête. Le deuxième épisode concernait l'état de celle-ci, enfin le point de situation du projet par rapport aux modifications qui ont été apportées. Une chose que je n'ai pas dite, c'est mon ressenti dans tout ça, parce que bon, on a eu les valeurs, tout ça, mais je vous ai pas donné mon ressenti. Donc par rapport au vapeur d'huile et le GR, clairement, malgré les 15 chevaux et je sais plus combien de newtons, j'ai rien ressenti. Clairement, je n'ai rien ressenti du tout. Le seul truc que j'ai pu percevoir, et en gros avec des grosses pincettes, moins de fumée au moment des charges, quand j'écrase à fond. Mais c'est tellement infime, je préfère même pas le classer dans quelque chose de concret. Sur les différents additifs également que j'ai pu mettre en œuvre sur le véhicule, le P18 principalement, pareil, tellement infime niveau ressenti. D'où l'intérêt d'avoir des passages au banc pour vraiment mettre en avant qu'est-ce que ça change. Parce que clairement, on se pose toujours la question, qu'est-ce que ça fait? Enfin moi, c'est d'ailleurs un des éléments qui a fait que j'ai voulu mettre ça en vidéo et vous le partager.
c'est qu'au vu de mon expérience sur le domaine des M57, tout particulièrement, pardon, je me suis toujours demandé qu'est-ce que ça faisait, ce que je faisais sur le véhicule, quoi. Et c'est toujours emmerdant d'être dans le doute, tout simplement. Donc là, au moins, on a des valeurs concrètes, on a quelque chose de factuel, on sait où on va. Là où clairement, par contre, j'ai senti une réelle différence, c'est l'échappement, en mettant un full tube. Meilleure activité à la pédale, c'est-à-dire on a vraiment le comportement d'un essence. On effleure la pédale, on a une réactivité immédiate de l'accélérateur et du comportement du véhicule. Par contre, c'est là que c'est assez subtil, hein, c'est que je pensais gagner en chevaux, et comme vous avez pu le remarquer, l'ininox ou pas l'ininox, avec la carte d'origine, on ne gagne absolument rien du tout, sur le papier. Par contre, clairement en ressenti, et également pour les jantes allégées, moi mon ressenti là sur les BBS RC300, ce que j'ai pu remarquer, et de toute façon un épisode viendra sur les jantes très bientôt, vous inquiétez pas, on a un déport plus large à l'avant, sur le train avant. Bon, c'est de la monte homologuée, hein, comme j'ai pu vous montrer des documents de BBS. Une chose que j'ai pu remarquer, c'est au niveau du comportement, donc je pense que quand j'aurai fini tout ce qui touche au train roulant, suspension, barre anti-roulis, c'est des choses que j'ai prévues, ne vous en faites pas. Elle passera une géométrie complète parce que là, je pense que là, c'est complètement faussé. Et on a un comportement beaucoup plus sous-vireur avec ces jantes-là. Alors, je ne sais pas si c'est le fait d'être plus large à l'avant et que l'arrière soit monte carré, hein, de toute façon, mais qu'on soit beaucoup plus large à l'avant et que le train avant a une attaque différente, je ne sais pas du tout, mais tout ce qui est clair, c'est qu'elle est clairement plus sous-vireuse en entrée de rond-point, tout particulièrement quand on arrive un peu fort, on la sent vraiment plus sous-vireuse. Donc voilà pour ce qui est lié aux jantes, et par rapport au gain de poids, bah pareil, imperceptible, hein, clairement. Surtout qu'entre temps, elle était reprogrammée, je l'ai déprogrammée, reprogrammée, enfin... dire clairement, c'est les jantes qui m'ont fait ressentir telle ou telle chose. Le troisième épisode, c'est conseil d'achat. Donc comme je vous l'avais dit dans la vidéo, hein, si vous voulez quelque chose d'un peu plus poussé, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, encore une fois de plus. Donc du coup, je vais reprendre mon petit tableau, avant de tout effacer pour vous faire un remake de conseil achat, pour rebondir d'ailleurs sur le montant du projet, cobaye, etc. J'en profite d'avoir encore ce tableau-là tel quel. Donc là, j'ai réussi à faire un relevé, enfin, en ayant eu l'occasion d'avoir du carburant en temps et en heure. Alors là, cobaye, entretien fait, donc normalement conso à la baisse. 6 litres 3 de relevé. Comment vous dire? Je n'ai pas de mots. Mais du coup, pendant ce relevé-là, clairement, j'étais en pleine tempête un dimanche soir sur la route, là, Normandie, Bretagne, là. Est-ce que c'est lié? Mais bon, en tout cas, 6 litres 3, donc je le prends pas au premier degré, mais je vais faire plusieurs relevés pour être sûr de faire quelque chose, une belle moyenne, quoi. Parce que clairement, si c'est le cas, ça remet en cause le fait est qu'elle consommerait moins. Vous voyez ce que je veux dire? Donc projet, clairement, je l'ai fait, c'est l'hiver, hein. Enfin là, on arrive dans une période dégueulasse, que ça soit au niveau du temps ou autre. Donc je préfère la laisser tranquille au garage, la rouler que le week-end, et puis ça ira bien. Au niveau du poids, on était ok. Au niveau du poids d'ici, par rapport au relevé, à nos 1 tonne 640, j'avais carrément zappé le siège bébé. Ouais, mais le siège bébé, moi, quand je vous disais, oui, il doit faire dans les 4 kg, ouais, mes couilles. Il fait siège bébé, il fait 13,5 kg. Donc déjà là, on n'est pas 1 tonne 640, on a 1 tonne 627. On a 1 tonne 627 et du coup, ça nous amène à un poids total initial à 1 tonne 661. Que j'avais mis en vert juste là, histoire de me faire un petit pense-bête. On a un poids de base par rapport aux éléments qui ont été modifiés à 1 tonne 661 et 1 tonne 627. Je vais reprendre la doc rapidement, les docs même, parce que clairement les vieilles docs sont un peu plus intéressantes que les récentes, si je puis dire. Un peu plus d'infos. Donc ça c'est celle du projet,
Ça, c'était celle qu'il y avait avec le cobaye. Bon, Touring plus lourd, bien entendu. Eux, ils nous mettent ça. On est sur la CG carte grise 1 tonne 670 de mémoire, ce que ça avait été mis. Et c'est exactement ce qu'ils nous disent aussi au niveau de la doc. Ils nous disent poids vide en marche. Poids vide en marge avec une charge de 75 kg, une moyenne pour une personne lambda, donc avec personne à bord. Réservoir de carburant, 90% sans équipement. Optionnel. Donc là, on est à 100% de carburant, sans personne dedans. Les subtilités. Poids vide avec une personne à bord, en ordre de marche, réservoir plein. Donc une personne à bord, choisis le poids de la personne comme t'as envie. 75 kg, je pars de ce principe-là, personne moyenne. Et le plein, pas 90%. Donc vous voyez les petites subtilités par rapport d'un carnet à un autre. Donc clairement, là, si on y rajoute 75 kg, on arrive à 1 tonne 695. Et là, on est 1 tonne 736. Donc par rapport à ce qu'ils nous disent, je partirais du principe où on a, par rapport à nos 1 tonne, par rapport à nos 1 tonne 670, on a quelque chose comme 25 kg d'équipement. Et là, pour le coup, on est à 66 kg d'équipement, quoi. Donc voilà pour le poids initial des deux machines. Bon, après, c'est du papier, hein. Moi, ce que j'aime, c'est le réel. Le réel, c'est ça. Et on va s'y pencher, ne vous inquiétez pas. Bon, comme je l'avais mentionné dans une des vidéos, mon budget pour le cobaye, c'était 2500 €. À savoir que c'était un véhicule qui était sur le marché à 3000 € environ. 2008, je crois, de mémoire. Par rapport aux photos, par rapport à ce que j'avais eu comme information, par rapport aux différents procédés que je vous avais énumérés. Je lui avais dit, écoutez, je me déplace pour 2500 balles, si elle est clairement comme vous me la décrivez, comme je vous l'ai dit. Mais arrivé sur place, un coup de diag, bougie de préchauffage, boîtier de préchauffage, 200 balles. Plus Tony Montana avec la trappe à ski, on regrappillait encore un coup. Et à savoir que le monsieur n'était pas au courant qu'elle avait été accidentée alors qu'il l'avait en sa possession pendant cette durée. Donc tout ça a fait qu'à la fin, pour le cobaye, je l'ai acheté 2000 €. Carte grise, 180 €. Après c'est selon les régions, hein. Là on est à 10 chevaux fiscaux, là chez moi c'est 180 balles. Environ, on est entre 180 et 190 €. Allez, si vous voulez arrondir, on est à 200 balles. Comme ça au moins on arrondit. Et le transport, moi je sais que c'était en Bretagne, j'avais pas été la chercher non plus à 10 000 km, donc ça a été un coup de 100 balles. Et du coup les réparations, vu que je fais tout moi-même, et puis vous avez eu l'occasion de voir les montants, on était à 170 balles, 150, je sais plus. Allez, en gros on met 150 balles. Donc vous voyez, dans mon budget, on arrive à la fin, 2000, 2002, 2003, 2004, allez, hop là, on arrondit à 200 balles. Voilà, on a nos 2500 balles là. Voilà à peu près la logique par rapport au budget initial quand je le mets en place pour l'achat d'un véhicule. Changement de couleur, changement de modèle. Pour le projet, bon là j'avais un budget beaucoup plus large. Je voulais mettre 10 000 € sur une belle E39, mais vraiment je voulais mettre le paquet à ce sujet. À savoir que je rebondis rapidement. Celle-ci, j'avais un Honda FR-V, le Fiat Multipla de chez Honda, qui s'est fait broyer la gueule devant chez moi par un mec bourré. Mon véhicule était stationné, j'étais même pas dedans. Du coup, ils m'ont remboursé bien plus cher que je ne l'avais acheté. Et du coup, ils m'ont remboursé 2500 balles. Donc je me suis dit, tiens, ces 2500 balles là, je les mets de côté. Et je cherchais un véhicule correspondant à mon budget, mais de la marque bavaroise que je préfère. Et du coup, on en est arrivé au cobaye. Mais avant ça, j'avais déjà le projet qui, elle, découle de mon 335i boîte DKG, le N54 avec la DKG au cul, c'est assez rare quand même. Et pour le coup, c'est un véhicule que j'ai vendu environ dans les 18 000 €. Donc j'ai mis le reste de côté et je m'étais dit, voilà, moi, 10 000 balles, je veux une belle E39, je veux retourner sur une grosse berline par rapport à l'utilité, comme je l'avais mentionné également. Et du coup, la prix d'achat, je crois qu'elle était affichée à 11 000 € de mémoire. Et j'ai réussi à la descendre à 9 000 €. Alors certains d'entre vous diront, putain, mais c'est trop, le véhicule a 20 ans, etc. Ouais, enfin le véhicule
à 20 ans, mais 66 000 km dans un état irréprochable. Et si vous êtes mordu autant que moi de ces bagnoles, hein, tout simplement, en général, vous voyez votre budget à la hausse. Hein. Et puis quand je vois les prix actuellement des ventes de véhicules, de ces modèles-là, tout particulièrement, le prix que ça coûte sur le marché de l'occasion, avec des 300 000 bornes passées dans les mains de je ne sais qui, les 9000 balles, les 9000 balles, pardon, je les pose, il n'y a pas de problème. Et même par rapport à ça, je préfère clairement rouler avec ça qu'un 3 cylindres 1 litre 1, 1 litre 2 là, d'une marque française avec quasiment les mêmes kilométrages, mais bon, vu qu'elle est critère 1, pas beaucoup de bornes, voilà, ils vendent ça le même prix. Moi je préfère rouler avec ça personnellement, chacun voit midi à sa porte. Donc là on a 9000 balles, carte grise idem, on va compter 200 balles. Transport était à Cholet, 150 balles. Et les réparations, à part refaire ce que j'ai fait sur le cobaye le dernier coup, refaire une mise au propre de tous les fluides, on va au même prix. Donc vous voyez, on est à également 200 balles. Donc 9000, 9002, 9004, allez 9000, allez on va arrondir à 200 comme ça. Au moins ça fait un compte rond. On est à 9600 balles sur mon budget de 10 000. Donc au moins vous avez toutes les informations à ce sujet. Combien a coûté le cobaye, combien a coûté le projet. Là où je comptais rebondir également par rapport à l'épisode conseil achat, c'est que si vous avez le moindre doute, repassez le véhicule au contrôle technique. Moi je sais que pour le cas du cobaye, je reviens, vous avez pu constater les différents éléments du véhicule défaillant, dont l'éclairage, hein, qui sont le b.a.-ba hein, pour un passage de contrôle technique. Donc le monsieur de bonne foi, déjà j'ai retrouvé ce style de papier là. Alors je ne sais pas si vous allez voir correctement, mais c'est le circuit de direction assistée. Comme quoi, bon, le petit problème de DA, de fuite, il en était conscient je pense. D'ailleurs, toujours là, on ira voir le véhicule rapidement après. Et vous voyez, on a le premier contrôle technique initial où la personne a barré gentiment enfin les éléments au fur et à mesure, les pneus, les conneries quoi. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le dernier. En sachant que je l'ai acheté en avril et que la contre-visite date d'avril, le véhicule tel que vous l'avez vu, hein, était comme ça lors de l'achat. Donc clairement, les phares, c'est quand même étonnant qu'il y ait eu autant de défauts en même pas un mois entre le dernier passage contrôle technique et mon achat. Donc moi, sachant pertinemment qu'elle allait servir de cobaye, et d'ailleurs c'était à bon entendeur avec le vendeur, hein, on s'en tabasse. Mais en gros, à part flexible de frein arrière, tambour de frein, disque machin, ça doit être... c'est celui qui touche jamais... la plaquette qui touche jamais le disque. Et pneus avant gauche, ok. Mais en gros, rien sur l'éclairage, rien sur d'autres chocs. Des petits chocs à droite à gauche, ou le corps gras, enfin rien que la partie basse grâce la fuite de direction assistée, c'est pas énuméré dans le contrôle technique. Donc moi j'ai déjà eu le cas, parce que j'avais déjà acheté un 525D, je sais plus dans quel bled, un certain Steve, si tu vois cette vidéo tu te reconnaîtras, et qui d'ailleurs l'a revendu après avoir eu une petite procédure avec moi, procédure juridique. Il m'a vendu le série 5 525D Pacem, remonté à l'arrache. Hein. Je savais qu'au moment de l'achat, je le sentais pas, mais bon, j'avais fait de la route. Et c'est le problème quand on fait de la route, c'est que les vendeurs savent pertinemment, en gros, que vous allez concrètement partir avec le véhicule. Dans une certaine limite tout de même, parce que je lui ai dit clairement, je fais là, je t'en offre 5000 balles. Je sais plus exactement combien elle avait de bornes, enfin on s'en fout, c'est pas le sujet. Mais je lui ai dit en gros 5000 balles, sinon je repars en blablacar, j'en ai rien à battre, même s'il faut que je poireaute 3 heures, je me casse. Donc du coup il a accepté, tu m'étonnes. Arrivé à mon domicile, vous connaissez la musique et puis vous commencez un peu à me connaître, je suis assez pointilleux, donc je l'ai mis sur la fosse direct parce que là clairement, elle roulait bien. Hein. Mais clairement il y avait des trucs, il y avait des dominos partout, ça avait été remonté à l'arrache, il manquait la moitié des caches, enfin il y avait plein de trucs qui allaient pas. Et je me suis dit celle-là, elle a le chétan. Je me suis dit, je vais l'emmener au contrôle technique. Ça va me coûter 80 balles, mais au moins, je vais avoir le cœur net de tout ce qu'il y a. Donc, sur le contrôle initial, j'avais que 2-3 lignes. Rien de méchant.
Je l'ai emmené au contrôle technique. Il y avait une page entière, donc de la corrosion perforante. Il y avait de la corrosion perforante masquée par du mastic, repeint par-dessus, enfin la totale. À savoir que ce monsieur-là bossait dans un garage et qui était de mèche avec un autre contrôleur technique qui d'ailleurs s'est jamais présenté au rendez-vous de l'expert, lui comme la personne du contrôle technique. Quand on a voulu lancer ça devant les tribunaux, bah, bizarrement il est venu la récupérer, il m'a rendu mon argent et tout s'est bien passé. Bon, ça a mis quelques mois, mais au moins j'ai récupéré mon argent. La voiture, bon, elle était là, elle ne me servait à rien. Et, pour info, elle était noire avec des grosses jantes à déport, Pacem. Et du coup, c'est un mec, d'ailleurs si tu regardes ces vidéos, un mec du groupe qui l'a racheté à cette même personne. Et je lui avais envoyé un petit message en lui disant la plaque d'immatriculation, ça serait pas ça par hasard. Il m'a dit oui, comment tu sais? Bah, je lui ai dit bah rapproche-toi de ton vendeur immédiatement. Bizarrement, la personne a disparu du groupe. Donc je pense que Steve a eu des nouvelles. Enfin, faites attention à ça si vraiment vous avez le moindre doute. Contrôle technique. Faut que ça soit cohérent avec ce que vous avez sur vos papiers. Celle-ci, là, le projet, aucun problème. Le cobaye, je sais pertinemment que le lendemain que je l'ai acheté, je l'aurais envoyé au contrôle technique. Elle passait pas au contrôle, hein, je vous le dis. Mais bon, en toute connaissance de cause. Pour le conseil d'achat, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Bon, bah vérifiez bien aussi, là, au niveau de Tony Trapaski. Ça peut se transformer aussi en Tony emplacement de sub. Donc c'est soit rectangulaire ou circulaire, hein, faites attention à ça. Attention aux professionnels, faut pas oublier qu'ils sont là pour faire de l'argent et s'ils peuvent accessoirement grappiller sur des éléments type entretien en vous disant vidange, tous les fluides, tout est ok, les filtres, etc. Faites attention à ça. J'en ai vu beaucoup. Inspection faite, tous les filtres, vous inquiétez pas, le mec arrive chez lui, il démonte sa boîte à air, filtre à air complètement démoli d'origine. Donc c'est des petits éléments comme ça. Ils sont là pour faire de l'argent, donc méfiance, il y a encore des gens sérieux, mais en minorité, malheureusement. J'ai eu affaire à 2 affaires avec des professionnels, les 2 fois j'ai été emmerdé. Donc voilà, c'est cadeau. La 4e vidéo portait sur le freinage du cobaye. À titre informatif, depuis l'entretien avec la purge de frein, etc., la plaquette frotte un peu sur le disque. Je dis bien un peu, attention, tranquille quand même. Mais il y a du mieux. Mais c'est pas encore ça. Clairement, une vidéo sera dédiée de toute manière au freinage, à l'achat des pièces, comment je procède. Donc là, je passe rapidement pour la vidéo numéro 4 parce que va y avoir des vidéos dédiées à ce sujet. La 5e vidéo portait sur l'entretien général du nœud 39 avec le remplacement de tous les fluides et tous les filtres. Pour le coup, pour le cobaye, comme j'ai pu vous le dire, encore fuite de DA, malgré le joint torique changé. J'ai toujours une petite fuite de DA. Une petite chose aussi que j'avais zappé. Pourquoi j'avais refait, comment dire, la bride au niveau de l'EGR, c'est que vous pouvez voir, il y a des entretoises pour conserver le positionnement de la plaque thermique au niveau du collecteur d'échappement. Donc ça me fait clairement chier, hein. Quand vous mettez la petite plaque, en gros, ça pousse la protection thermique vers le fond. Et ça me faisait chier, je voulais qu'elle garde sa position. Donc c'est pour ça que j'ai gardé l'ancienne tuyauterie des gaz d'échappement. Donc je me pencherai sur le problème de direction assistée parce que suite à une conduite assez dynamique et en ayant sollicité un peu le train avant, j'ai entendu la pompe qui s'est mise à forcer d'un coup, j'ai fait ah. Donc oui, j'étais arrivé en dessous du Mini. Et c'est pas normal, hein, c'est pas un fluide qui est censé bouger comme ça. Là, le disque, bon, malgré qu'elle est dormie dehors, on peut voir que c'est un chouïa mieux, mais bon, c'est pas ça. Je sais pas si vous vous souvenez de l'élément manquant au niveau de un des supports de boîte, la masse. Enfin, en gros, c'est un poids qui est mis au niveau du support. Mais le truc, c'est que je me suis dit, mais pourquoi mettre un poids là? Bon, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est pour l'équilibre de la voiture, hein. Ils ont à des endroits mis des poids pour pouvoir équilibrer la masse 50-50, hein, je pense, hein. Mais clairement dans le cas de celle-ci, l'équilibre, j'en ai rien à abattre. Donc ça va rester avec cette fameuse rondelle et cet écrou de base.
Oh, et je sais pas si vous vous souvenez également des deux bouchons. Croyez-moi ou non, en revenant le dernier coup, je vois qu'il y a de la flotte dedans. Je me dis putain, c'est quoi ce délire? Et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai pu faire entre temps qui a fait ça quoi? Fait une entrée d'eau. Bah, les bouchons, je les ai pas remis. Laissez-les. Quoi qu'il en soit, chose agréable tout de même. Comme je vous l'ai dit, je l'ai acheté en avril à 274 000 bornes. Donc là, vous voyez, on est le 2 novembre, je lui ai mis quasiment 10 000 dans la tronche. Mais bon, pas de voyant, quoi. Ça, c'est vraiment agréable. Donc du coup, pour les deux bouchons, je vous conseille pas de les retirer. Voilà. Bon, moi, je vais les remettre en off, hein, inutile que je vous refasse une vidéo à ce sujet. Par contre, une chose à faire, pour éviter que l'eau vienne à stagner dans les bords ici, là, je vais les remonter avec du silicone. La chose qui se passe, c'est qu'en roulant par temps de pluie, vous savez, on avait le visuel ici, là. Pour aller du bord, ici, là, on avait un visuel ici. Le truc, c'est qu'en roulant avec la flotte, avec la flotte qui véhicule sous la bagnole, ça remonte par là et c'est projeté directement dans la caisse. En petite quantité, hein, soit, hein, on est loin de ce qu'on avait pu avoir avec l'entrée d'eau au niveau des phares. Mais voilà, quoi. En gros, ne les enlevez pas. On est ici pour faire des expériences, en voilà une. Ne faites pas la connerie, ne retirez pas les bouchons en se disant ça sert à rien comme j'ai pu le faire. J'ai cru comprendre également qu'il y en avait en supprimant la vanne EGR juste mécaniquement, avait des ennuis de perte de puissance. Bah écoutez, dans mon cas, je n'ai jamais été confronté à ça. Donc bon, bizarre. Sur des modèles plus récents, je dirais pas. Parce que bon, l'électronique prend le relais et puis met la voiture entre guillemets en sécu. Mais là, pour le cas de la mienne, ou des miennes même, des E46 que j'ai pu avoir, je n'ai jamais eu de soucis de la sorte. Bien sûr, tout ce que je fais là sur le M57 tout particulièrement est applicable sur d'autres moteurs. Bon, de la même trempe, hein, je pense au M47, le 4 cylindres, hein, c'est le même avec 2 cylindres de moins. La base de fonctionnement reste la même. Et puis après, sur d'autres moteurs, comme j'avais pu le dire, sur le TDI à madame, là, j'ai supprimé la vanne EGR, calage à coup sûr à chaque stop, à chaque feu. Plus de couple, plus rien dans le cul. Donc j'ai remis la vanne EGR, normal. Mais clairement sur ce type de modèle... Bon là j'ai rebondi un peu sur plusieurs vidéos, hein, parce que la vidéo numéro 6, je crois, c'est sur point de conso et le poids. Bon, on a déjà fait un peu le point. Et puis la conso également au fur et à mesure. Puis les 3 derniers épisodes concernaient la brigade anti-corrosion. Donc la lutte anti-rouille pour nos modèles pour qu'elles évitent d'avoir le cancer. Hein. Et puis au même titre que la mécanique applicable sur d'autres modèles, génération équivalente 38, 36, E46, mais également sur tout véhicule. Hein. De toute façon, aucune de ces années-là, à part les françaises, comme on a pu en discuter avec un des abonnés, n'est épargné à ce sujet, donc faites attention à ça. Ça peut vite vous cacher un très beau modèle, et puis clairement vous n'allez pas rentrer dans votre budget. Un truc que j'avais pu oublier également sur l'entretien, au niveau du joint de pont sur le cobaye, il y avait des joints au niveau du pont. Vous avez pu remarquer que je les ai même intervertis, etc. Je n'ai pas de mémoire vue de joint, je crois, sur le pont du projet. Donc, est-ce qu'il y a des joints d'origine? J'ai un gros doute. Moi, je partirais du principe que non. Je pense que ça a été rajouté par une des personnes qui a fait l'entretien, mais il n'y a pas de joint là-dessus. Donc, je verrai quand on refera l'entretien du projet, tout simplement. Une chose aussi qui peut être révélatrice de la personne qui a le véhicule que vous comptez acheter, si elle roule en réserve ou non. Moi, je vous déconseille de rouler en réserve avec ce type de véhicule, et même tout véhicule diesel en règle générale, sachant pertinemment que les trucs les plus coûteux sur ce type de véhicule, c'est tout ce qui touche la pompe à injection, les injecteurs, le turbo. Bon, le turbo, je vous ai donné entre guillemets ma vision des choses pour éviter de les tuer, vapeur d'huile EGR, mais pour ce qui touche l'injection, à part des additifs comme j'ai pu le faire également, faites en sorte que vous ayez toujours une quantité d'essence conséquente, afin qu'il n'y ait aucun souci, que ce soit au niveau des pompes, qui viendraient à fatiguer,
les fameuses en dessous des 15 litres, elle veut plus démarrer. À savoir que c'est le gasoil qui fait entre guillemets également le graissage de votre pompe. Donc la faire tourner à sec, c'est pas nécessairement bon. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous aurez pu remarquer que c'est pas riche en communication. C'est normal, on n'a pas encore atteint le point de convergence entre le niveau où j'étais sur Insta, au niveau des modifications, et l'avancement sur la chaîne YouTube actuellement. Donc le point de convergence va commencer à arriver, vous en faites pas. Après, je communiquerai assez souvent tout ce que je fais en temps réel sur Instagram. Je vous invite à me rejoindre d'ailleurs si ce n'est pas déjà fait. Comme d'hab, les commentaires, n'hésitez pas à commenter si vous avez la moindre question pour faire avancer la chaîne. Concernant les épisodes back, on va faire un petit break. Pour ma part, j'ai d'autres choses en vue, plus intéressantes, vous me direz, et puis même pour vous, je pense que à un moment donné, il y a saturation. Donc là, on va s'intéresser au projet, parce que là, on a vu le cobaye, on a eu le cobaye pas mal dans le collimateur depuis un petit moment là. Bon, il y avait pas mal de choses à faire, vous me direz. Mais on va retourner un peu sur le projet, sur des trucs un peu plus intéressants. Pour revenir également là, vu que j'ai les carnets dans les mains, dans les petites subtilités, comme je vous l'ai dit, par rapport au poids, mais pas que. Pour ceux qui douteraient qu'il faut 4 clés quand vous avez un véhicule BMW. Pour revenir sur ce qu'on a déjà fait, c'est-à-dire l'entretien, le choix des huiles, la viscosité. L'ancien manuel est vraiment plus poussé que le nouveau que j'ai pour le projet. À croire qu'à l'ancienne, il poussait clairement à bricoler ta bagnole et que nouvelle génération de carnet, genre touchez à rien, venez à l'atelier quoi. Déplorable. Alors, vous voyez, là on est sur le récent. Hop. Alors, eux, ce qu'ils nous disent, à point d'huile, faire l'appoint, blablabla, jusque là tout va bien. Respecter les huiles. Et là, vous voyez, on a ça. Alors, eux, sorte d'huile. Moteur diesel, préférence Long Life 1, ACEA, A3, B3. Voilà. Ça en reste là. Ça tient en même pas une page. D'accord? Bouquin ancienne génération. Voilà. Là, déjà, tu as compris tout de suite qu'on n'est pas du tout sur le même délire. C'est pour ça que quand je vous donne des informations, j'essaye d'être le plus renseigné possible. Vous donner les sources à chaque fois pour éviter tout blabla inutile. Ça sort pas d'un chapeau, je l'invente pas. Donc là, prescription d'huile. Donc là, on peut voir long life, etc. Les mêmes, les mêmes spécifications d'huile. Par contre, là, il parle de viscosité. Alors, BMW recommande l'emploi d'huile de classe 0W ou 5W. Donc déjà, ceux qui partent en 10W, vous le verrez un peu juste après, ici. Mais qu'en gros, la base, c'est le 0 ou le 5W quelque chose. Le X, à chaud, valeur à chaud, tient la place de valeur quelconque. Donc déjà, même eux, ils disent qu'en gros, vous pouvez mettre de la 5,30, enfin 0 ou 5,30, 40 ou 50. Par contre, ils parlent pas de 60, les gars. J'ai déjà eu le commentaire d'un abonné qui mettait de la 10,60. Bah là, clairement, pour le coup, il parle pas de la 10,60. Par contre, en 10, classe 10W est autorisée exclusivement pour les moteurs diesel. Si l'on emploie des huiles de cette classe, la limite de température inférieure peut être temporairement dépassée vers le bas. Cela peut toutefois entraîner des dégradations du démarrage à froid. Ce qu'ils veulent dire, c'est qu'en gros, si tu as de la 10, vaut mieux rouler dans des températures relativement élevées, dans des pays chauds par exemple. Mais qu'accessoirement, tu peux quand même rouler avec de la 10W si exceptionnellement la température est froide dans ton bled, quoi. Mais bon, clairement, ils disent de base, c'est de la 5 ou de la 0. Donc vous pouvez prendre de la 0 ou 5 et de 30 à 50. Voilà. Comme ça, vous avez le panel. Vous avez le panel général dans ce carnet-là. Mais clairement, c'est impressionnant. Et encore, je m'arrête là parce que bon, c'est des choses qu'on a pu voir. C'est clairement plus détaillé dans l'ancien que dans le nouveau. Donc, que ça soit sur plein de choses. Le choix de la batterie, l'ampérage qu'il faut selon le modèle. Il rentre dans le détail de pas mal de choses. Bah déjà, on voit la grosseur du carnet déjà est différente. Bête. Mais bon, voilà, on voit clairement le désir des concessionnaires, des constructeurs,
qu'en gros vous touchez pas à votre bagnole. Vous l'emmenez au garage, vous faites pas chier, vous avez le minimum d'informations. Comme ça vous avez le moins confiance en vous pour faire certaines tâches. Et vous vous démerdez avec le garage. Que là, celui-là, clairement, il te dit tout. Le choix des ampoules, de chaque ampoule de la voiture. C'est vraiment pas mal. Pour ça, j'ai les deux. C'est le top. Bon, celui-là restera dans le petit carnet en cuir, mais celui-là restera sorti pour toutes les informations annexes. Bon, écoutez, je pense qu'on a fait un tour suffisamment complet. Je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais j'espère qu'elle sera suffisamment concentrée pour être facilement visionnable. Merci encore à mes abonnés, on approche les 200, c'est beau, ça me fait super plaisir, vous ne savez même pas à quel point. Et n'oubliez pas, à ceux qui regardent cette vidéo, à vous abonner, c'est gratuit. Ça me donne la force de continuer à vous claquer du contenu. Et en même temps, par rapport à la pérennité de cette chaîne, vous l'aurez compris, hein, je fais ça par bienveillance, je vous partage mes délires par la même occasion, je vous montre ce que je fais à mon niveau, je n'ai pas la science infuse, mais j'essaye d'être le plus précis possible, expliquer au maximum le pourquoi du comment, et de vous démontrer par A plus B, par le biais de passage au banc ou autre, l'impact que ça a sur votre véhicule, que ce soit par les différents éléments modifiés ou autres. Pour la pérennité de cette chaîne, comme je l'ai dit, je vais commencer à démarcher quelques professionnels, parce que concrètement, je ne suis qu'un particulier qui se lance sur YouTube en parallèle de son emploi. Et par rapport à ce que j'entreprends pour le projet, dans un premier temps, parce que le cobaye pourrait partir dans un autre délire complet, les pièces coûtent très cher. Pour vous en énumérer quelques-unes, kit gros frein, barre anti-roulis, amortisseur, turbo hybride. Il va y avoir également sûrement pompe injection, injecteur au débit, échangeur. Voici quelques-unes des idées que j'ai dans la tête, petites idées. Après, si on voit plus large, et là on se déporterait plus sur le cobaye, parce que mon projet, comme je vous ai dit, rien d'irréversible. Démontage, remontage, d'autres éléments au cas échéant, mais rien d'irréversible. Par contre, sur le cobaye, ça pourrait finir en swap. Mais pour quel moteur? Allègement plus. Alors là, Tony n'a qu'à bien se tenir avec sa trappe à ski. Et j'en passe. Et ça, malheureusement, ça coûte des ronds. Je ne roule clairement pas sur l'or. Et au vu des peu de pièces que j'ai pu vous énumérer, vous pouvez vous imaginer un certain coût. Donc qui dit coût dit pour accumuler assez d'argent, c'est du temps. Je vais essayer de combler ce temps-là avec diverses vidéos toujours en lien avec la mécanique de nos machines. Mais pour m'aider dans cette quête, à défaut de faire de l'appel aux dons, je vais commencer à démarcher quelques professionnels à ce sujet pour soit être sponsorisé ou au moins avoir des bails commerciaux avec certains d'entre eux, pour pouvoir soit me générer du revenu, grande parenthèse, attention, ou carrément par le biais de cadeaux type de la pièce. Totale transparence avec vous, comme ça au moins je vous donnerai toutes les infos en direct. De toute façon, s'il y a des partenariats, je vous en ferai part, ce n'est toujours pas le cas, je vous rassure. Mais je vous aurai au moins donné les grandes lignes de ma chaîne, et le but, la base étant la conso quand même, risque un peu de dévier à un moment donné quand j'aurai atteint la butée maximale de la conso de notre M57 de 2,5 litres. Et après par contre on essaiera d'aller chercher les chevaux, mais tout en conservant le minimum de conso. Et après il y aura le pétage de plomb avec le cobaye où clairement là ça va être vanne ouverte en grand et puis on va clairement essayer de lui faire sauter une bielle, mais vraiment, quitte à. Je vais sûrement acheter une autre voiture en parallèle. Je vous laisse ça là. Par rapport toujours au projet. Je vous tiendrai au courant si cela aboutit. Mais sachez que je cherche. Merci à vous, je vous dis à très bientôt. Allez, bye.